Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes avocat et avocat en droit des sociétés. Alors, vous nous avez dit que vous interveniez pour tout secteur. Quels sont vos clients? Plutôt des petites entreprises? Alors, j'ai enfin trouvé le spectre, c'est-à-dire que moi je travaille pour les grandes, moyennes et petites TPE. La personne seule qui va s'installer, qui va démarrer, qui va grandir et au fur et à mesure de son développement, je vais l'accompagner. Très souvent, quand les jeunes entrepreneurs viennent me voir, ça reste des clients et on a des liens très forts. Donc, le droit des sociétés, c'est le droit des entrepreneurs. C'est le droit des entrepreneurs, c'est le droit des sociétés qui se construisent, qui se créent, qui se fabriquent. C'est aussi un élément du droit des affaires. Donc tout ça, c'est une grande cohérence et c'est l'objectif pour moi, c'est d'accompagner au mieux ces entrepreneurs qui sont soit des créateurs, soit des gens qui récupèrent une entreprise familiale, par exemple, et qu'il faut accompagner au mieux pour qu'ils soient le plus ajustés et le plus sécurisés dans leur métier et surtout qu'ils ne soient pas inquiets, que le droit ne soit pas un problème pour eux, mais plutôt une matière comme une autre qu'il faut respecter et qu'il faut un peu maîtriser. Et quand on ne sait pas, on vient voir son conseil ou son avocat. Alors concrètement, le droit des sociétés, donc on crée une société, on va voir son avocat. Oui, on va voir son avocat, on travaille aussi avec son expert comptable, et puis de façon à ce que le chiffre et le droit soient cohérents. Moi, en ce qui me concerne, je fais plutôt de la dentelle, hein, c'est millimétré, je ne sais pas faire un travail tout venant. Donc, je vais d'abord beaucoup parler avec mon client, je vais comprendre qui il est, comment il fonctionne, comment il vit en famille, est-ce que l'entreprise, c'est naturel chez lui ou pas, comment il est venu à l'entreprise, quel est son parcours, est-ce qu'il a d'abord été salarié. Enfin, on va tout ajuster par rapport à qui il est. Et c'est le client au centre avec son histoire, avec son caractère, avec sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de penser. L'être humain, en fait. Voilà, oui, complètement. Avec pour objectif qu'ils se sentent le plus à l'aise dans son projet, en tout cas pour ce qui me concerne dans ma partie, parce que je ne vais pas me mêler de son métier, encore que bien, enfin souvent c'est tentant, parce que j'adore aller voir mes clients dans leur environnement, parce qu'ils m'apprennent beaucoup. Et que c'est plus facile pour moi de comprendre, de travailler et de conseiller quelqu'un dont je comprends les préoccupations et le métier. C'est pour ça que je sors beaucoup et je vais dans l'industrie, dans les bureaux, tout m'intéresse. Donc, tout secteur confondu, on crée une entreprise, tout secteur. Oui, c'est toujours, comme on part toujours de la personne qui va créer et que chaque projet est différent puisque chaque personne est différente, on peut avoir, j'ai eu beaucoup de clients dans la restauration, dans les hôtels, ils sont tous différents et ils abordent leur métier d'une façon très différente. Et donc, leur outil de travail va être créé avec leurs valeurs à eux. Et c'est tout à fait intéressant. C'est ça qui fait la richesse de ce métier, en fait. Alors, on dit souvent qu'un avocat, ça coûte cher. Et la tentation pour beaucoup de créateurs d'entreprises est de dire on va faire des économies au début. Et finalement, on trouve les statuts sur Internet. Est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce qu'il est préférable tout de même d'avoir un conseil ou finalement est-ce que tout... Moi je pense que certes les conseils sont des centres de coût, hein, mais en réalité quand la personne a goûté au conseil et qu'elle se rend compte que le fait d'avoir été conseillé lui avait évité un grand nombre d'erreurs et des pertes de temps, le bénéfice elle le retrouve à ce moment-là. Mais pour ça, il faut avoir compris l'intérêt du conseil et avoir envie d'être conseillé. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être conseillé, je ne peux pas grand-chose pour lui. Oui, mais alors souvent, on se dit, je crée une SARL, souvent une création de SARL, par exemple, quand on crée une société. Et finalement, il y a des statuts tout prêts. Est-ce qu'il y a vraiment un risque sur ces statuts qui sont tout prêts? Est-ce qu'il y a des choses à adapter Clairement, oui, il y a des choses à adapter, il y a des options à prendre, ne serait-ce que dans le choix de la société. Puisque ça va dépendre de ce que les gens vont faire, il va y avoir des caractéristiques fiscales, des caractéristiques de taille. Imaginons par exemple quelqu'un qui vous dit je vais créer mon capital à 1 euro. Quelle crédibilité il a vis-à-vis de ses interlocuteurs lorsqu'il met 1 euro dans son entreprise? Il a confiance ou il n'a pas confiance? Moi je m'interroge. Donc, très peu de gens font ça en réalité, j'en ai rarement vu. Hein. C'est sûr qu'aucun avocat ne conseille ce genre de... Et un banquier ne prend pas le dossier, parce que ce n'est pas du tout adapté, en fait.
Est-ce qu'on peut avoir besoin aussi de son avocat quand on prend des locaux professionnels? Alors, oui, évidemment, parce que la négociation d'un bail commercial, c'est quand même un contrat très particulier, avec beaucoup de clauses spécifiques. Et le sport favori, c'est que le bailleur fait porter le maximum de choses au locataire. Moi, je suis plutôt côté locataire, d'une façon générale. Il m'arrive d'être côté bailleur. J'essaye de faire quelque chose d'assez équilibré. Mais quand les locataires prennent tout en charge parce qu'ils n'ont pas vu le vent venir, parce qu'ils n'ont pas été conseillés, une fois que c'est écrit, c'est gravé dans le marbre, on ne vient pas dessus. Et c'est très difficile de changer. Et là, dans ce cas-là, vous intervenez au moment de la négociation. Alors, la négociation, je ne négocie pas le montant du loyer. Ouais. Par contre, je vais négocier toutes les clauses qui sont autour. Ça, c'est une vraie question parce que les gens ne se rendent pas compte. Souvent, ils viennent me voir en me disant « Bon, ça y est, maître, j'ai mon bail. Bon, vous m'avez demandé de vous le soumettre. Alors, je vous le soumets, mais il est classique, il est ordinaire. » Ok, bon, si vous voulez bien, on va regarder. Le montant du loyer, je n'y touche pas, mais je vais lui expliquer que non, il y a des clauses autour où, par exemple, il doit tout prendre en charge pour la mise en état. Enfin, le bailleur a tout bousculé. Même si la loi a mis quelques sécurités, malgré tout, il reste encore des choses à négocier. Même au moment du renouvellement du bail. Et aussi au renouvellement du bail. Quand, si par exemple le bailleur ne donne pas suite, soit il est négligent, soit c'est une stratégie pour lui, il ne propose pas le renouvellement à son locataire. Là, on décline tout un tas de règles juridiques qui sont assez strictes et pour lesquelles il faut vraiment que le locataire soit précautionneux. Et c'est vrai surtout sur les gens qui sont les petits commerçants. Parce qu'ils se mettent en danger. Par exemple, il y a une chose qui est une source de conflit et qui est très dangereuse pour un petit commerçant, on a ce qu'on appelle la destination des locaux, c'est-à-dire les activités qui sont autorisées par le bailleur en accord avec le locataire. Et si le locataire dépasse la liste de la destination et qu'il s'étend vers autre chose, ça peut être par exemple, vous prenez un boulanger-pâtissier qui omet aujourd'hui de parler de traiteur. Il fait une activité de traiteur, ce qu'ils font tous aujourd'hui. Eh bien, s'il pratique l'activité de traiteur et qu'il est en conflit avec son bailleur, la première chose que le bailleur pourra faire, c'est de faire constater par l'huissier qu'il ne respecte pas les termes du bail et des activités réservées dans le bail, en réalité. Et dans ce cas-là, devant le juge ne pourra que constater que le locataire n'a pas respecté les termes du bail. Qu'est-ce qu'il risque à ce moment-là, le locataire? Il risque une résiliation du bail sèche et il perd son commerce. C'est un vrai danger. C'est très simple. Hein. Oui. Enfin, bon, je vous donne les grandes lignes, parce que c'est plus compliqué que ça dans la réalité en termes juridiques. Mais il y a ce risque. Mais si le commerçant n'a pas en tête qu'il doit se cantonner à ce qu'il a négocié et à ce que le bailleur a autorisé comme activité au bail, ça devient très dangereux pour lui. Alors, il y a également un autre moment qui peut être un petit peu difficile dans la vie de l'entreprise. Ce sont quand les difficultés naissent entre associés. Sans en arriver forcément au conflit, quoique, est-ce que l'avocat en droit des sociétés peut intervenir et comment intervenir dans ce cas-là? En tant que conseil, oui, parce que on le détecte en fait. Et souvent, je préviens mes clients en leur disant que lorsqu'il commence à y avoir des agacements, des choses qui reviennent régulièrement, comme dans un couple, là c'est pareil. La tasse à café qui reste sur la table du petit déjeuner, qui énerve tout le monde, surtout madame le matin, c'est pareil avec son associé. Donc quand on voit que ça revient de façon récurrente et que ça prend de l'ampleur, que ça devient de plus en plus prégnant, on a des indices qui permettent de détecter en tout cas un mal-être dans les relations entre associés. Il y a une dimension presque psychologique. Alors, très forte, très forte, mais qui repose sur des choses quand l'entreprise va pas très bien, quand on manque d'argent, quand ça va très bien, qu'il y a de l'argent, que les problèmes ne sont pas abordés de la même façon, on les voit pratiquement pas. Mais quand ça devient plus compliqué, que c'est plus difficile, à ce moment-là, tout ça va germer et ça va naître. Et donc l'idée, c'est de l'arrêter suffisamment tôt, de façon à ce que ça n'aille pas jusqu'à la rupture. Bon, moi, je suis formée à la médiation, au processus collaboratif, à la communication non violente. Je fais du développement personnel depuis très longtemps, donc j'ai appris à écouter les gens et à détecter chez eux un certain nombre de choses qu'ils ont du mal à exprimer. Donc je peux les accompagner pour faire venir, pour faire accoucher les gens de leur dysfonctionnement ou du dysfonctionnement de l'autre, en tout cas tout ce qui les gêne dans leur quotidien. Et à ce moment-là, on peut travailler et essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas jusqu'à une séparation douloureuse, conflictuelle et coûteuse. Et si un associé refuse de venir, qu'est-ce qui se passe? On peut travailler avec
souvent, je fais ça. On ne va pas tout de suite à la réunion complète. Je peux aider celui qui ressent le problème et qui le nomme, lui donner quelques pistes pour essayer que lui change par rapport à l'autre. L'idée, c'est on ne change pas l'autre. De base, on ne change pas l'autre. Par contre, on peut changer notre propre attitude par rapport à l'autre et s'interroger de savoir d'où vient cet agacement ou ces agacements. Et peut-être que ça vient de nous et que c'est plus facile à résoudre si on travaille dessus et que finalement ça reprend un chemin normal. Voilà, c'est juste détecter les petites choses qui ne vont pas, au lieu de les laisser germer et que ça prenne des... Et très souvent, les entreprises vont dans le mur. Hein. Ça, c'est un des critères, ça. C'est vrai qu'on voit souvent de... Et rattraper ça, c'est très compliqué, en fait. Et parmi vos clients, vous avez des restaurateurs, j'imagine? Alors, j'ai beaucoup de restaurateurs, parce que étant moi-même une fille de boulanger-pâtissier, j'ai gardé beaucoup de liens avec ces métiers-là, que j'adore, et avec l'artisanat en général, parce que les artisans ont un mode de fonctionnement qui est assez commun. Qu'il s'agisse du bâtiment, où j'ai beaucoup de clients dans le bâtiment aussi, il y a un fonctionnement, il y a une nature de l'artisan, et j'ai tous leurs codes, en fait, je les connais par cœur. Et ça me permet de m'adapter, et en plus j'adore ce qu'ils font. Très souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent, qui sont, ce sont ils ont des potentiels incroyables. Très souvent, ils ignorent même l'étendue en réalité. Donc, je fais en sorte que, en tout cas, je tente de les aider et les accompagner au mieux, quel que soit leur secteur. Et tous les créateurs et tous les gens qui sont des entrepreneurs ont quelque chose à faire, une pierre à amener à l'édifice dans le monde dans lequel on vit. Et pour moi, c'est super important de les accompagner au mieux. C'est ma petite contribution à leur développement, en fait. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes plutôt optimiste pour 2021? Oui, cette année qui oui, parce que en fait, ce Covid nous permet de raisonner autrement, nous oblige à sortir notre ligne de notre centre habituel, de nos habitudes, de notre routine, et de se réinventer. Et je sais que les gens ont un potentiel de créativité qui est absolument énorme. Quand on n'a pas le moral, qu'on va pas bien, ok. Mais si on part sur un autre pied, et comme je suis assez contagieuse dans cette version-là de moi, les gens aiment bien en fait. Et ça se passe bien, on arrive à faire des belles choses. Merci beaucoup, Isabelle.